sa distribution, qui est à investiguer par la collectivité, tout en respectant la question de la juste rémunération des producteurs qui a été largement évoquée tout à l'heure. Donc face à ces différentes injonctions, nous, Société de restauration collective, notre ambition, elle est évidemment d'accompagner les collectivités en quelque sorte à faire des choix, à se donner les priorités nécessaires en fonction de leurs ambitions économiques, de leurs possibilités économiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Ogis, même question pour vous. Quelles sont les nouvelles exigences, les nouvelles attentes et comment vous y répondez en restauration scolaire? Pour une collectivité, donc, on a une caractéristique au niveau du département du Val d'Oise, c'est qu'on a 111 collèges et sur ces 111 collèges, il y en a 52 qui sont en autonomie de production. Donc c'est comme quelque chose qui est à mettre en parallèle à ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire que nous, on n'a pas 95% de nos sites qui sont dépendants en fait de lieux de structures de fourniture de repas. On en a 35 qui sont alimentés par une cuisine centrale que le département gère en régie. Et on a 25 autres collèges qui, quant à eux, sont alimentés qui sont des cuisines d'assemblage, donc qui sont alimentés partiellement par des fournisseurs des parties de repas. Donc on produit à peu près 35 000 repas par an. En fait, en termes de règles et de contraintes liées à la production de ces repas, bah, tout est tourné autour, bien entendu, de la loi Egalim maintenant, et puis des contraintes sanitaires et comment dirais-je, d'équilibre alimentaire, je vais y arriver, excusez-moi. Et autour de ça, en fait, il y a plusieurs actions et démarches qui sont à mettre en place chez nous. C'est d'une part déjà connaître ce qui est produit sur notre territoire, comment on peut le mobiliser, sous quelles conditions. Souvent, il y a une modification, en fait, l'ensemble des obligations de la loi Egalim, que ce soit sur le gaspillage alimentaire, l'introduction des menus végétariens, l'introduction de produits bio ou durables, etc. Ça nécessite en fait un réaménagement au niveau de l'organisation et la production et de la logistique au niveau des cantines de production. Il y a bien entendu un aspect social derrière aussi, puisque nous, notre collectivité, par exemple, a une tarification sociale des repas en fonction des ressources des familles. Donc, c'est aussi des éléments qui sont intégrés dans la définition du coût de repas et donc de l'enveloppe dans laquelle on sera amené à travailler, financière dans laquelle on sera amené à travailler pour introduire le cadre réglementaire. Il y a bien entendu des enjeux en tant qu'acheteur juridique et contractuel, puisqu'on le verra sans doute tout à l'heure, il y a quand même des obligations et des contraintes qui font qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi pour faire appel à une diversité de fournisseurs. Il y a bien entendu également une question de formation des personnels, puisqu'on demande en fait pas mal de choses maintenant pour les personnels de cuisine qui sont répartis sur le territoire, que ce soit en termes de prévention du gaspillage alimentaire, de travail de produits frais ou non transformés. Donc tout cela et de dimensionnement au plus juste des commandes pour pouvoir fournir des repas de qualité et à des prix s'intégrant dans des objectifs de financement de la restauration collective. C'est Et plus de puis, travail aussi peut-être, non? alors, ça dépend justement, je vous en parlerai tout à l'heure, on essaye justement de structurer des démarches pour justement faciliter le travail des personnels qui sont diffusés, enfin qui sont partout sur le territoire, pour pouvoir simplifier pour eux l'accès à des fiches recettes et à des pratiques de production de repas qui simplifient leur quotidien, notamment sur la gestion des commandes et la formalisation des menus. Voilà. Et puis c'est vrai Ok. qu'il y a aussi un aspect culturel sur notre territoire, puisqu'on a quand même un territoire nous, on couvre l'ensemble du Val d'Oise, donc on a une diversité de population et aussi une diversité culturelle qui fait qu'il faut bien prendre en compte aussi ces aspects-là dans l'élaboration des repas. D'accord, merci.
Madame Descloseaux, voilà, vous nous avez un peu tout à l'heure présenté toutes les difficultés qu'il y a à répondre à toutes les injonctions, parfois peut-être même injonctions contradictoires que vous rencontrez. Aujourd'hui, vous approvisionnez par exemple la ville de Cergy, de la commune de Gargenville et certainement d'autres sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous y prenez et comment vous avez résolu les problèmes que vous nous avez identifiés tout à l'heure? Effectivement, sur Cergy, sur Gargenville, donc on a des cahiers des charges différents. Alors l'idée, c'est pas forcément, on va dire, d'appuyer tel ou tel élément du cahier des charges, mais bien d'expliquer en fait de quelle façon est-ce qu'on répond à chacune des collectivités. Donc chaque collectivité en fait a un cahier des charges spécifique, a des contraintes spécifiques. Par exemple, la ville de Cergy, c'est la bagatelle de 6 000 repas par jour. Donc, ça fait un nombre relativement important de points de livraison, hein, donc éléments logistiques que M. Ogis évoquait à l'instant, qui est non négligeable en fait dans notre profession. La ville de Cergy, par exemple, on est engagé à avoir tous les jours un produit laitier bio ou AOP. On a du pain artisanal local, qui est du pain bio, hein, produit par un boulanger bio, avec du pain artisanal au levain. Donc voilà, ça c'est des éléments importants sur lesquels les collectivités insistent ces dernières années, en fait en opposition au pain industriel qui ne serait pas au levain. Voilà, Arnaud saurait en parler, Arnaud Daguin saurait très bien en parler. Le pain au levain, c'est, on va dire tout simplement un pain dont les éléments, dont les micronutriments sont davantage assimilables, puisque le levain est venu en fait acidifier la pâte et donc rendre ces nutriments davantage biodisponibles. Donc ça peut paraître anodin, mais voilà, du pain bio, du pain artisanal avec du levain. En bœuf, on est en viande de bœuf française, on travaille du veau label rouge. En porc et en volaille, on est sur de la matière première évidemment française. On travaille des poissons issus de la pêche durable. Voilà, nos légumes d'accompagnement sont quasiment tous des légumes en production HVE, haute valeur environnementale, qui est un critère également d'éligibilité à la loi Egalim. Et puis en produits locaux, en fait, on a un engagement avec la collectivité d'un produit local par semaine et on alterne, entre guillemets, ces produits locaux autour de la famille fruits et légumes. Donc des tomates, des concombres, des pommes de terre, des carottes, des céleris, mais aussi des pommes, des poires, des lentilles locales, lentilles en fait qui sont issues d'un groupement producteur du département des Yvelines voisins, des yaourts locaux au travers de deux partenaires historiques en région Île-de-France. On a également 2 pâtisseries maison par mois et les pâtisseries en fait sont produites à base de farine locale et de lait local. Voilà au niveau de la ville de Cergy. Alors la ville de Cergy est une ville, pardon, j'ai omis de le préciser, qui est livrée depuis une cuisine centrale qui est située à Auny. Donc elle est ce qu'on appelle en fait en repas livré, en liaison froide. Quant à la ville de Gargenville, c'est une ville en fait qui dispose de sa propre cuisine centrale, qui met en place 550, en tout cas qui produit 550 repas par jour, donc de taille plus petite, avec un outil de production autonome. Et là, on a des engagements d'environ 40% de produits durables au titre de la loi Egalim, 31% de produits bio dans les menus, une part de produits frais, de produits bruts, tels que c'était décrit par le département, qui est également important, puisqu'on est en fait à 85% de produits frais et crus qui sont cuisinés sur la cuisine de Gargenville. On travaille également avec 2 boulangers artisanaux locaux. Nos viandes sont 100% françaises, la volaille et la belle rouge. Donc voilà, on a le poisson est issu de la pêche durable avec notamment une majorité de poissons MSC. Donc voilà, donc on a, j'allais dire, chacune de ces collectivités a ses particularités. Voilà, est très très centrée sur l'agriculture biologique, avec des engagements des parts d'agriculture biologique qui sont importants. Une part de produits locaux qui est croissante. On a des projets sur Gargenville, notamment sur du maraîchage.
sur de l'huile locale, sur de la farine locale, puisque la farine que je vous indiquais qu'on a utilisée tout à l'heure est de la farine francilienne, pas forcément issue du département 95. Donc voilà, on a des travaux en cours pour continuer en fait à relocaliser ces matières premières vers le département du 95. Voilà. Très bien, merci. Monsieur Ogis, un petit peu la même question. Voilà, quelles sont vos marges de manœuvre de votre côté? Comment vous répondez à ces attentes de durabilité, d'alimentation pour tous, de qualité de l'alimentation pour tous? En fait, c'est vrai que nous, il y a deux aspects. Il y a l'aspect contractuel et les contraintes que l'on a pour pouvoir acheter des denrées alimentaires de proximité. Et puis, d'autre part, toutes des actions complémentaires qu'on peut faire pour pouvoir sensibiliser et améliorer la situation dans nos restaurants scolaires. Donc nous, en fait, on a une démarche qui s'est déployée maintenant depuis 3-4 ans, qui s'est structurée en différentes étapes. Donc le premier étage de l'action, ça a été de bien connaître un petit peu l'offre de produits et surtout la disponibilité des produits sur notre territoire. Donc pour ça, en fait, nous, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France pour identifier les opportunités à la fois existantes et à venir sur des contrats avec des producteurs du Val d'Oise ou via lorsqu'ils étaient déjà associés avec des coopératives ou des grossistes. A débouché de ce travail aussi toute une réflexion en cohérence avec ce qui se fait plus largement à l'échelle de la région Île-de-France, puisque la région Île-de-France a aussi une politique assez dynamique pour favoriser l'approvisionnement en produits du territoire, les lycées d'Île-de-France, pour essayer de trouver des solutions dans le cadre du renouvellement de notre marché de groupement de commandes pour pouvoir favoriser l'intégration de ces produits locaux dans le territoire. Par contre, on a malgré tout un frein sur le Val d'Oise, c'est que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, d'ici 2022, il y aurait quand même 50% de la production, enfin des denrées qui doivent être servies dans la restauration collective, qui doivent être bio ou HVE. À l'heure actuelle, nous, on n'a pas de production HVE sur le territoire du Val d'Oise, et la production bio, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, est relativement modeste. Donc, c'est un élément qu'il faut prendre en compte aussi dans les objectifs de la démarche. Donc, tout ça aboutit à une réflexion globale sur l'élaboration d'un marché de groupement de commandes qui associe donc l'ensemble des collèges du Val d'Oise, plus nos restaurants administratifs, le CDFAS à Aubonne, qui est un grand restaurant pour les sportifs qui fréquentent ce site, et puis la Maison de l'Enfance. Et ce marché, en fait, pour en favoriser l'accès à des coopératives ou des abattoirs qui permettent d'avoir aussi de la souplesse pour intégrer des produits du territoire, on a alloti en 16 lots bien identifiés. Et sur 5 de ces lots, en fait, on a intégré une clause de non-exclusivité qui nous permet de passer des marchés de gré à gré avec des producteurs. Donc, les lots concernés, c'est les fruits et légumes, la volaille fraîche, tout ce qui est beurre, œufs et fromage, et puis la viande fraîche et l'épicerie. Alors, pourquoi ces lots volaille fraîche? Parce qu'en fait, on a quand même des producteurs, notamment sur le Vexin, qui ont la capacité ponctuellement à fournir les établissements et même au niveau logistique à fournir les établissements. On s'appuie en fait sur des lots où on avait de la ressource sur le territoire disponible tout de suite. Donc, tout cela se traduit d'ores et déjà avec des partenariats ou des commandes de gré à gré auprès de producteurs. Donc, principalement sur les producteurs de pommes et de poires. On a un producteur aussi de salade de fruits fraîches avec lesquels nous contractualisons. Il y a bien entendu les légumineuses, la volaille, donc je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on a un partenariat aussi avec une structure qui est sur Argenteuil, qui est Gardelais, sur du yaourt produit en Val d'Oise. Bien entendu, pas avec du lait valdoisien, mais qui est produit sur le territoire.
Donc, la démarche, elle vise à nous permettre d'avoir sur chacun des acheteurs la capacité en fait à acheter notamment des fruits et de la viande de proximité qui peut être travaillée ponctuellement au niveau des cuisines. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien entendu les actions qui vont être menées pour justement prendre en compte la découverte de ces nouveaux goûts, puisqu'en fait, on a quand même des enfants qui ont, malgré tout, qui sont plutôt habitués à avoir des aliments avec un goût plutôt stéréotypé. Donc, du coup, dès qu'on retravaille des produits frais ou des produits qui n'ont pas été pré-transformés, on a une nécessité à intervenir en amont pour éviter le gaspillage alimentaire et réhabituer les élèves et les enfants à ces nouveaux goûts. Et donc là, nous, c'est par exemple le fait d'imposer un menu végétarien et la volonté du département de travailler avec des produits transformés, mais bien travailler avec des légumineuses, etc., pour pouvoir éviter, pour avoir, enfin, nécessite, entre guillemets, de faire découvrir ces aliments aux élèves. Et donc, il y a des actions pédagogiques qui sont en cours d'élaboration depuis maintenant 2 ans, en lien avec le service de la restauration chez nous, pour justement accompagner des groupes d'élèves à la formalisation d'ateliers culinaires et de découverte de ces aliments. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est l'équilibre qu'on va trouver entre justement la, ces marchés et la capacité qu'on va pouvoir intégrer au fur et à mesure des producteurs du territoire dans nos cahiers dans comment on appelle, nos cahiers de j'ai perdu le mot, catalogue de produits, excusez-moi, voilà. Donc, on essaye en fait de nouer des liens entre nos fournisseurs et des producteurs du territoire pour que les produits soient intégrés dans nos catalogues de produits. Donc, on l'avait fait il y a maintenant 18 mois avec l'entreprise Cardelet qui a été intégrée dans le catalogue de l'un de nos fournisseurs. Là, sur la viande fraîche, par exemple, on va avoir, comme on travaille avec un abattoir directement maintenant, on va pouvoir avoir la capacité à négocier avec lui pour traiter des bêtes. Et nous, derrière, l'objectif, c'est de reformer nos chefs de cuisine pour travailler avec l'ensemble des bêtes au niveau de la restauration de la restauration scolaire, donc pour avoir une démarche de bêtes à l'équilibre sur nos restaurants, ce qui n'est pas à l'heure actuelle le cas. Donc ça nécessite, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une grosse opération de formation et de coordination logistique sur la gestion de ces denrées alimentaires. Donc ça, c'est la partie production de repas et en lien avec la disponibilité des denrées alimentaires du territoire. Et enfin, pour compléter le tout et justement accompagner nos chefs de cuisine à essayer de se structurer et avoir une visibilité à moyen terme justement sur ces nouvelles pratiques. Donc, il y a des démarches qui visent à les accompagner sur des fiches recettes arrêtées et par trimestre en fonction de la disponibilité des produits et associer cela à un dispositif de gestion de la production assistée par ordinateur pour pouvoir justement acheter et anticiper les bonnes quantités de produits à travailler pour en optimiser bien entendu le coût, mais aussi éviter le gaspillage de ces produits qui ont une valeur ajoutée supplémentaire. Voilà rapidement les actions qui sont mises en place, en tout cas par le département, pour essayer d'avancer sur le sujet. D'accord, merci. Alors effectivement, je vois qu'il y a plusieurs questions, puisque vous finissez là sur la question du gaspillage. Il y a des questions sur les déchets, le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas. Comment est-ce que vous gérez l'un ou l'autre, cette question des déchets? Je sais pas qui veut répondre? Alors nous, en fait, on a 2 démarches. On a fait depuis 4 ans, on a travaillé avec une association qui s'appelle De mon assiette à notre planète pour essayer d'identifier initialement pour
accompagner des projets d'établissement de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui sont des sujets qui sont très appréciés par les équipes éducatives et en général les chefs d'établissement. Ce que l'on a identifié assez rapidement, c'est que le gaspillage, il n'est pas forcément fait au niveau du convive, mais il est fait plutôt au niveau de la production, en tout cas chez nous. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces démarches autour de la formalisation de trames menus le déploiement progressif d'une GPAO pour optimiser la production et faire en sorte que les quantités produites ne soient pas supérieures au nécessaire. Et puis, il y a Et toutes les produite, c'est aspects cuisiner du coup. Oui, cuisiner, voilà, pour éviter et puis anticiper aussi les pertes récurrentes dues à l'absentéisme régulier d'une proportion systématique d'élèves, etc. Donc, on sait à peu près qu'on a 10% des élèves du milieu pensionnaire qui ne se présentent pas en service. Donc, voilà, des choses comme ça qui visent à anticiper et faire en sorte qu'on mette en place des quantités cuisinées en adéquation avec ce qui est réellement nécessaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que derrière, il y a cette question de la découverte. Enfin, il y a des notions de culture alimentaire aussi, il faut bien le prendre en compte, qui est liée, dont va dépendre aussi une partie du gaspillage, mais qui est moins importante que celle liée à la production. Et là, en fait, c'est là où interviennent les ateliers d'éducation au goût et l'intégration de cette notion de l'alimentation et de l'agriculture dans les parcours pédagogiques et scolaires. Donc, nous, on a un dispositif pédagogique qui est assez apprécié des enseignants, justement sur la découverte du monde agricole et les questions de gaspillage alimentaire. D'accord, réponse très complète. Alors, une autre question qui était quelqu'un qui rappelle, attention quand même dans les écoles, il y a un vrai problème d'hygiène, de qualité sanitaire, qu'il faut, enfin voilà, qu'on est obligé de respecter. Est-ce que le fait de faire plus de bio, plus de local, ça change quelque chose à cette question-là? Peut-être Madame Descloseaux? Oui, oui. Non, ça change pas en termes de sélection et de référencement de fournisseurs. Enfin, on applique nous-mêmes les mêmes exigences en fait avec un fournisseur local qu'avec un autre fournisseur. À savoir que quand une cuisine travaille avec un fournisseur spécifique qu'elle aura sourcé sur son territoire, on détermine, on classifie la famille de produits de ce fournisseur selon que ce soit une famille sensible ou moins sensible et le fournisseur en fait est audité au même titre qu'un autre fournisseur. On a, on va dire, un processus un petit peu particulier pour les fournisseurs locaux, c'est-à-dire qu'on a quand même assoupli le processus de référencement, notamment sur les familles hors risque. Par contre, sur les familles qu'on qualifie à risque, à savoir les viandes, les volailles, on a le même process qu'un fournisseur de viande et de volaille classique, à savoir un audit de qualification qui peut ensuite, selon, j'allais dire, le niveau du fournisseur, bénéficier d'un accompagnement de notre service qualité. Mais voilà, on a effectivement ces exigences-là vis-à-vis de ces produits qui sont les mêmes exigences que vis-à-vis de nos fournisseurs. Pour autant, c'est vraiment une condition sine qua non au référencement de ces producteurs également. D'accord, merci. Réponse très, très précise. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Pourquoi ne pas avoir une cuisine centrale pour l'agglo, une légumerie centrale ou alors plusieurs cuisines intercommunales? Alors, je ne sais pas si l'un de vous souhaite répondre à cette question, qui est peut-être une question d'ailleurs politique à l'échelle du territoire et à laquelle on va sûrement répondre aussi dans le cadre de cette étude. Mais peut-être vous pouvez apporter des éléments? Madame Descloseaux, Monsieur Ogis, je ne sais pas si l'un de vous est inspiré, ou alors Pour notre part, les gens de la communauté d'agglomération ou du PNR? Nous, en tout cas, en effet, le fait d'avoir une cuisine centrale au niveau de l'interco
qui regroupe plusieurs communes, ça, c'est une étude d'opportunité qui est à faire. C'est vrai que nous, dans le prolongement de la question précédente, c'est vrai que nous, c'est la grosse problématique pour mobiliser des productions locales, notamment en légumes, c'est la légumerie est vraiment quelque chose, un équipement qui pourrait être une solution, enfin, quelque chose de pertinent pour pouvoir augmenter la capacité à utiliser des légumes produits en Val d'Oise. Pour une simple et bonne raison, c'est que, par exemple, nos restaurants scolaires en production ne sont pas équipés pour traiter des légumes terreux. Donc, déjà, ça va évincer une bonne partie des produits qu'on utilise. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des démarches comme ça. Il y a des projets qui sont émergents sur le territoire, pas forcément sur le territoire de l'agglomération de Cergy-Pontoise et du parc, mais sur la plaine de France, il y a des projets qui sont portés par des agriculteurs de légumerie, justement pour faire de la première transformation de légumes. D'accord. Je peux compléter. Vous voulez que je complète avec la question notamment sur les cuisines centrales sur le territoire. Donc nous, on opère sur une cuisine qui est située à Osny, voilà, qui est effectivement une cuisine centrale existante sur le territoire, qui livre, comme on l'évoquait tout à l'heure, la ville de Cergy et certainement d'autres écoles du Vexin. Je ne saurais pas vous en donner le détail aujourd'hui, mais oui, certainement qu'on a des repas livrés depuis cette cuisine d'Osny à destination du Vexin. Cette cuisine est équipée d'une légumerie et puis ces dernières années, c'est une cuisine qui est victime un petit peu de son succès puisqu'on y opère un nombre très important de couverts. On a, on va dire, relégué une partie de traitement des légumes transformés notamment les produits bio, à la légumerie Coop Bio Île-de-France qui est installée, certes, à l'autre bout de l'Île-de-France dans 77, mais qui pour autant mobilise la production de producteurs bio de votre département. Oui, effectivement, il y a eu une remarque. Oui, pardon. Allez-y. Et puis la cuisine de Gargenville dispose en fait d'une légumerie petite, mais sur laquelle, on va dire, l'organisation ou dans l'espace ou dans le temps peut être optimisée pour traiter les légumes frais. Oui, vous faisiez remarquer effectivement que la légumerie de Coop Bio Île-de-France est de l'autre côté de l'Île-de-France. Quelqu'un tout à l'heure a fait la remarque, oui, c'est local, mais c'est à l'autre bout de l'Île-de-France. Effectivement, aujourd'hui, c'est aussi la difficulté, c'est que d'avoir du local très local, on n'a pas forcément l'offre ou on n'a pas forcément les outils pour transformer vraiment complètement localement. Alors, il y a une question qui disait: peut-on envisager le développement de plateformes web pour mettre en relation les producteurs locaux et les acheteurs de la restauration collective et s'assurer du respect des codes des marchés publics? Alors, je vous laisserai peut-être répondre également, mais je sais que la région Île-de-France a mis en place une plateforme justement permettant de mettre en relation, enfin d'identifier les producteurs et de les mettre en relation. Et alors, pour l'instant, c'est qu'au niveau des lycées, mais elle met également en place justement un cadre de marché public qui permettra aux lycées d'acheter directement à ces producteurs. Alors, peut-être au niveau du département ou des communes, enfin, vous pouvez nous dire si vous pouvez l'utiliser ou s'il y a d'autres outils qui sont mis en place? Alors, oui, nous, on a échangé avec la région Île-de-France, justement, parce qu'ils ont ces deux stratégies. La stratégie de formalisation de marché de gré à gré, donc c'est la plateforme dont vous parliez tout à l'heure. Et puis après, là, par contre, ils ont des démarches à moyen terme de structuration de marchés de groupement de commandes qui sont plus importants. Et alors après, c'est la région qui pourrait identifier la manière dont ils souhaitent éventuellement associer d'autres acteurs publics dans leur groupement. Mais à mon avis, leur objectif, c'est l'avantage de leur démarche, c'est qu'ils ont une vision, comme vous l'indiquiez, régionale, pardon. Et donc, du coup, un potentiel de produits appelables beaucoup plus large. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, il y a d'autres initiatives, notamment le département de Seine-et-Marne qui a une autre stratégie, qui est en train d'essayer de structurer un équipement justement qui vise à
formaliser et structurer la logistique entre les producteurs, la pré-transformation et les lieux de consommation. Donc, voilà, il y a différentes initiatives comme ça qui sont à regarder de près et éventuellement saisir les occasions de s'y associer. Et il y a eu aussi une remarque tout à l'heure pendant la plénière, et je crois que quelqu'un a reparlé ici des questions des fermes municipales. Effectivement, il y a des communes qui se lancent dans l'installation d'un maraîcher pour produire eux-mêmes pour leur cantine. Alors, soit en régie, c'est-à-dire que le maraîcher est salarié, soit c'est un salarié indépendant qui vend ensuite soit à la commune, soit à Sodexo ou à d'autres sociétés de restauration, mais du coup avec une approche privilégiée pour la commune, ce qui permet aussi d'avoir de recréer cette production locale qui manque, puisque c'était une des questions. Alors, il nous reste à peu près 7 minutes, jusqu'à 22h15 avant d'être rappelé en salle. J'ai vu qu'il y a eu un débat aussi sur la conversation, sur la question des recettes pour les repas végétariens. Est-ce qu'ils sont composés de soja, beaucoup, un peu? Est-ce que c'est le cas? L'un ou l'autre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on fait des repas végétariens? Oui. Donc, nous, au niveau des repas végétariens, on a un pool de recettes qui sont élaborées par notre service nutrition. C'est le service nutrition qui va tenir en fait strictement compte des exigences nutritionnelles qui sont à la fois pour les repas végétariens la part de protéines en fait qui va être restituée dans l'alternative végétarienne, mais également la part, ou en tout cas, on va dire la représentativité des acides aminés. C'est-à-dire qu'un repas végétarien, ce n'est pas uniquement un équivalent de protéines, c'est en fait un équivalent de protéines et d'acides aminés, entre guillemets, équivalent à ceux fournis par la viande qui est très riche de diversité d'acides aminés. Donc ça, c'est établi par notre service nutrition. On proscrit le plus possible tous les produits issus de l'agroalimentaire, à savoir les steaks végétaux, etc. On s'autorise en revanche des produits que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui sont des boulettes, mais plutôt des boulettes de légumineuses plutôt que la fameuse boulette soja. Donc des boulettes de légumineuses dans lesquelles, on va dire, la majorité des ingrédients sont des ingrédients naturels et dont, si possible, on reconnaît encore la forme de l'ingrédient primaire. C'est-à-dire que dans une boulette de lentilles, nous, ce qu'on souhaite, c'est retrouver le plus possible la forme, le visuel de la lentille, le pois chiche de la même façon. Il y a des produits qui sont très très bien, qui existent en agriculture biologique notamment, et qui permettent de restituer, j'allais dire, le goût et le visuel unitaire du produit légumineuse. Et puis, on a des recettes à base de légumineuses. Alors, comme on le disait tout à l'heure, extrêmement difficile, en tout cas parfois difficile, au travers de l'alternative végétale, d'arriver sur un champ, un spectre connu par les enfants. Il ne faut pas se voiler la face, les enfants, depuis de nombreuses années, n'ont plus l'habitude de consommer des légumineuses dans leur foyer. Donc, quand ils les retrouvent de façon, j'allais dire, massive dans la restauration collective, sous diverses formes et recettes, l'accueil n'est pas toujours celui qui est escompté, mais on essaye au maximum de faire entrer ces légumineuses dans la composition de nos repas végétariens. Et puis, on a les alternatives protéiques telles que les cakes salés, les cakes sucrés que l'on va enrichir respectivement en fromage, que l'on va enrichir en fromage blanc, etc., qui sont des produits en fait qu'on travaille de plus en plus, mais on se heurte encore une fois au scope visuel de l'enfant à la maison. Quand on fait une courge butternut fromage de brebis, c'est pas évident que l'enfant, j'allais dire, ait l'habitude de manger des tartes de légumes et qui plus est en fait orange, qui n'est pas une couleur qui lui plaît systématiquement. Donc voilà, on essaie vraiment de jongler sur ce panel d'alternatives avec l'expertise de notre service nutrition, avec des produits
de plus en plus simples et purées dont on arrive à reconstituer les ingrédients primaires. Et puis, j'allais dire, en travaillant toute la question en fait, de l'accompagnement du repas. Donc tout ce gaspillage également qu'on ne va pas générer puisqu'on aura expliqué à l'enfant ce que c'est, on l'aura incité à goûter, etc. une fois et plusieurs fois de suite si nécessaire. D'accord, merci. Alors, quelqu'un qui demande si les légumineuses sont systématiquement présents dans les repas végétariens. Elles ne sont pas systématiquement présentes, mais majoritairement présentes, oui. Et puis, on a un programme au niveau de Sodexo, puisque le végétarien, avec la richesse d'acides aminés et de protéines qu'on doit reconstituer, nous impose aussi d'avoir recours à des types en fait, de matières premières, j'allais dire, qui sont émergentes en fait, dans l'alimentation humaine, des produits comme le quinoa, des produits comme l'amarante, des produits, enfin voilà, donc on a un programme, Sodexo est engagé sur la question des super aliments. On a signé un programme et ces super aliments sont réellement mis en avant dans les alternatives végétariennes à destination de l'ensemble des convives que l'on peut servir. Alors, merci beaucoup. Monsieur Ogis, il y a des participants qui disent quand c'est bon, les enfants mangent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est aussi facile que ça? C'est pas si facile que ça. C'est sûr que la difficulté dans la restauration collective, c'est qu'on fait un plat unique. Enfin, on fait un plat unique pour un groupe d'élèves avec une culture culinaire différente. Donc, c'est aussi ça qui rentre en ligne de compte. Après, quand c'est bon, les enfants mangent, oui, c'est peut-être, mais c'est aussi quand les enfants ont connaissance de l'aliment qu'ils le mangent. Par exemple, vous avez nous, on a fait le constat dans le cadre de nos actions sur le gaspillage alimentaire. Il y avait des salades de fruits qui étaient préparées par le chef de cuisine. Simplement, on avait différents types de fruits, un mélange de fruits, donc avec des goûts différents, des textures différentes. À partir du moment où il y a un aliment, un fruit que l'enfant n'aime pas, il va goûter, il va laisser. On a vu également le cas sur des desserts préparés. Nos chefs de cuisine ne font plus des desserts avec des textures différentes. Ils font des desserts avec une seule texture, parce que dès qu'il y a une texture différente, plusieurs textures, c'est souvent pas mangé. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là, il y a un aspect d'appropriation de l'aliment. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en restauration collective, les enfants mangent en groupe. Et donc, il y a l'effet de groupe aussi. Et il suffit qu'il y en ait un ou deux qui disent que c'est pas bon ou que ça ne correspond pas pour qu'il y ait un effet de masse aussi. Donc, c'est quand même, il y a pas que le bon, il y a aussi d'autres facteurs qui sont aussi sociaux et culturels qui peuvent intervenir. D'accord, merci beaucoup. Alors, effectivement, ce sera plus des spécialistes de l'éducation au goût qui pourront vous expliquer cela mieux que moi. Très bien. Alors, effectivement, le temps presse. Pour ne pas frustrer qui que ce soit, dites-vous que cette démarche de projet alimentaire de territoire, elle est en cours, donc tout ne va pas s'arrêter ce soir. Et que si vous avez envie de prendre contact et de rentrer dans cette démarche, je pense qu'il faut… je ne sais pas si Angélique Salvetti et Delphine Philippe sont ici, de la communauté d'agglo et du PNR. Voilà, prenez contact avec l'une ou l'autre de ces deux structures pour qu'on puisse prendre en compte vos questions, vos envies, vos projets et que vous puissiez voilà, faire ce projet alimentaire de territoire, puisque ce projet alimentaire de territoire, ce n'est pas quelque chose qui va être fait dans son coin, c'est quelque chose qui doit être fait avec tout le monde, qui implique tous les gens qui ont envie de travailler. Donc, c'est vraiment ça l'idée du projet alimentaire du territoire. Angélique ou Delphine, Oui, merci, Julie. Oui. Julie, on est effectivement dans cette table ronde avec Delphine. Pour ma part, j'ai repéré effectivement plusieurs représentants des communes du territoire qui sont en charge de la restauration scolaire. Donc, c'est vraiment un premier temps d'échange autour de ces problématiques. Merci aux deux intervenants
pour vos explications et vos démarches, notamment le département là-dessus a effectivement bien avancé et a mis en place pas mal de choses. Et peut-être on peut le dire, Julie, aussi, on a un temps d'atelier qui va avoir lieu en mars-avril, atelier technique avec les porteurs d'action pour le projet alimentaire. Et on peut imaginer que la restauration scolaire fera partie des sujets, peut-être sous un angle ou sous un autre, on précisera par la suite, mais bien évidemment, les élus les élus et les services qui souhaitent avancer sur ces questions pourront être partie prenante des ateliers de travail qui seront organisés dès le mois de mars. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Alors, on a 3 minutes de rab puisque les autres groupes sont un petit peu en retard. Donc, nous pouvons prendre éventuellement une dernière question ou un dernier témoignage. J'ai vu qu'il y avait par exemple la centrale d'Osny qui était là avec nous, ou bien quelqu'un du groupe Sogeres, si vous voulez participer, compléter ce qui s'est dit. Oui, bonsoir. Donc, je suis Alexandre Guilbert, je suis directeur clientèle pour le groupe Sodexo Sogeres. Et donc, j'ai en charge notamment le contrat de la ville de Cergy, donc, qui part de la cuisine centrale de Nîmes. Donc, pour compléter ce que disait Isabelle, effectivement, donc c'est une cuisine centrale qui fait un peu plus de 35 000 couverts par jour, avec donc des grandes villes comme Cergy et des villes un peu plus petites qui font entre 600 et 800 couverts. Donc, on a des clients qui vont de Cergy jusque Montreuil. Le plus loin qu'on sert, c'est Montreuil, Guyancourt. Voilà. Après, donc, pour répondre, moi j'ai répondu, mais au niveau de la sécurité alimentaire, hein, c'est juste une priorité pour nous. Hein, les TIAC dans les collectivités, hein, même ne serait-ce aussi que dans les collèges, on en entend très peu parler parce que justement, c'est vraiment une préoccupation de tous les jours et de chaque instant. Voilà, donc on a des process, on a des responsables qualité sur nos cuisines centrales. On a bien entendu des vérifications qui sont faites par des prestataires et bien entendu, il y a la DDPP qui vient de vérifier nos cuisines centrales très régulièrement. Voilà, pour répondre aux questionnements et aux interrogations des personnes du groupe. Ok, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on va finir là puisque les autres groupes ont terminé. Donc, on va être redirigé automatiquement vers la grande salle pour la conclusion. Donc, il va y avoir probablement 1 minute de battement le temps que tous se remettent en place. Mais merci beaucoup, Madame Descloseaux, Monsieur Ogis, pour votre participation. Et merci à tous pour vos questions qui nous ont permis voilà, d'approfondir un petit peu. Et j'espère que vous suivrez évidemment les étapes suivantes, comme l'a dit Angélique Salvetti à l'instant, pour continuer dans cette belle aventure. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre des contacts et des coordonnées les uns avec les autres. Hein. Un PAT, c'est aussi ça, c'est connaître ce que font les autres et voir s'il y a des choses nouvelles à faire ensemble. Alors, en vrai, quand on fait ça en présentiel, comme on dit, c'est quand même plus facile pour s'échanger quelques cartes de visite. Mais voilà, les outils modernes nous permettent quand même de récupérer au moins des noms, des adresses mail et d'identifier des intervenants et des partenaires potentiels. Delphine, oui.
Oui, Julie, est-ce qu'on quitte la salle ou est-ce que… Eh bien, en fait, c'est la difficulté d'être 4 groupes. On attend que l'animateur nous rappelle. Donc, le problème, c'est que si je lance un nouveau sujet, on va être coupé. On risque d'être coupé, oui, c'est pour ça que… C'est pour ça que je n'ai rien rajouté à ce que disait Angélique, mais voilà, mais puis vous avez tout dit aussi, vous avez dit beaucoup de choses, merci beaucoup aux intervenants et à vous. Non, mais après, vu qu'on est encore là, vous pouvez ajouter quelque chose. Ah oui, c'est vrai que voilà, il y a des gens qui ont partagé des liens assez intéressants, effectivement, de 1+bio qui réunit plein d'expériences de restauration scolaire, voilà, durable, bio, local, qui sont très intéressants. Il y a même un concours, comment ça s'appelle, un concours des cantines rebelles, je crois, chaque année pour les cantines qui se lancent dans ces démarches-là. Il y a également un réseau de directeurs, enfin de chefs de cuisine en fait, qui permet aussi de partager les bonnes idées, les bons plans, parce que des fois c'est pas tout simple quand on est tout seul. Donc il y a beaucoup de choses sur le net. De même, il y avait des questions tout à l'heure sur les marchés publics. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les contrats et tout ça. Et il y a plein de modèles de contrats qu'on peut trouver en ligne, de guides. Donc, si vous avez ces questions-là par rapport au marché public, il y a beaucoup de ressources qu'on peut trouver et de gens qui les ont testés. Je crois que ça va être bon, on va être rappelé. Désolée pour cette fin un petit peu délicate.